trouve ici qu'on n'en parle pas assez. Il s'agit de la dépression. Donc, pour le coup, ça va être une émission pas très joyeuse. C'est vrai que TikToker, en général, c'est les gbérés, c'est tout ce que vous voulez. Mais bon, il faut bien qu'on parle de tous les sujets parce qu'en Afrique, quand on parle de dépression, je pense qu'on estime que c'est des choses de blancs, de bourgeois, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est une vraie maladie. Un fléau qui touche des adolescents, des jeunes, des personnes âgées. Le point d'orgue d'une dépression sévère, aussi d'une raison à une autre. Et pour en parler, nous sommes en compagnie, comme toujours, de deux invités. Un psychologue habitué des plateaux, il y en a marre même. C'est que lui... Il y en a pas marre. Il y en a marre. Non. À la radio, je l'ai entendu. À la télé, à la réunion, il est là. TikTok, il est partout. Je ne sais pas si je vais dire un psychologue, Djanjou, mais bon. Quoi qu'il en soit, il a une maîtrise indéniable de tous les sujets. On va dire ça, pas que du sujet de la dépression. Et puis d'un côté aussi, on a un jeune homme qui a une histoire, un rapport avec la dépression. Comme je le disais tantôt, TikToker, c'est pas que des émissions de joie. Il faut bien qu'on traite de tous les sujets. Donc, vous êtes bien installés. Bienvenue dans TikToker. Bienvenue encore une fois de plus. Kevin est en veste. On est en veste tous les deux. Hein. Oui, pourtant. Et que tu sens que... On ne s'est pas passé le mot. Voilà. Mais comme c'est un sujet assez important, on s'est dit voilà, qu'il fallait qu'on arbore des tenues assez conventionnelles. Et puis on prend notre travail au sérieux. Il faut dire qu'il y a une évolution. On commence à avoir de la maturité financière, si tu vois de quoi je parle. Professionnelle. C'est tout, exactement. Ouais. Ben, écoutez, comme je disais, son visage doit sûrement vous dire quelque chose, car c'est un habitué de la maison, des médias même, on va dire ça comme ça. Ses conseils avisés, ses points de vue tranchants permettront à nos spectateurs et téléspectateurs d'en apprendre un peu plus sur ce fameux fléau. Et puis, pour ce thème plus que difficile à aborder, Emmanuel Adjei a bien voulu nous raconter son histoire et comment il a pu s'en sortir malgré tout. Emmanuel Adjei, bienvenue sur le plateau de TikToker. Tu vas bien? Super bien. Et Docteur Nour, en télévision, c'est ce qu'on appelle un bon client. C'est-à-dire que voilà, c'est un très bon client. Quand tu l'écoutes, tu n'as pas envie de décrocher. Il tente, sait parler et puis il parle bien. Ouais, il est instruit. C'est ça. Donc, merci encore d'avoir accepté nos deux Tu pourras rapprocher le micro pour qu'on entende bien, parce que je suis sûre qu'ils vont dire à l'oreille. C'est bon. Nos deux invitations respectives. Voilà. Bon, déjà, on va tout de suite mettre les pieds dans les plats. Pourquoi, pour vous, on dit que la dépression, c'est une maladie de blanc? Docteur. Ok. Généralement, on dit que la dépression, c'est une maladie de blanc parce que dans nos cultures africaines, quand on a un mal-être, que ce soit un mal-être non visible ou encore un mal-être d'ordre psychique, on se dit que voilà, peut-être qu'on a mis un petit canari là-bas, on va aller boire, ça va aller, ou encore on va aller prendre conseil auprès de quelqu'un, alors que le conseil est différent de l'accompagnement, ou encore on va aller faire avec les amis, boire un petit truc et puis ça passe parce qu'on a une vie assez communautaire, donc on se dit que tout peut se régler en communauté. Donc du coup, quand on se retrouve à ressentir ces choses-là, on se dit qu'ici, pas la peine d'aller voir un spécialiste, ça c'est pour les blancs. Comme on le dit aussi, ça tue pas africain, donc on est comme ça et puis bon voilà. Et généralement, on met tout dans l'ordre de l'occidental. Alors que quand on fait un peu le ratio, ici, on a vraiment beaucoup besoin d'accompagnement. C'est clair. Et quand on parle d'accompagnement, on parle surtout de psychologie, de psychiatrie. Exactement. C'est ça. Et moi, je trouve en fait que justement, à juste titre, ce que tu disais, c'est qu'en fait, quand tu es dépressif et que tu es en Afrique, ton entourage trouve que tu es chichuteux. Voilà, on trouve que tu es une personne chichuteuse qui ne veut pas se lever parce qu'il y en a qui sont dans une dépression sévère et qui ne peuvent même pas travailler. Et au lieu de t'accompagner ou de te comprendre, on te traite de paresseux, tu vois. On te trouve des prétextes alors que c'est parce que psychologiquement, tu es dans un labyrinthe totalement sombre, quoi. Ouais, et d'autant plus que le mal-être est relatif, tu vois. On se dit, ah ouais, pourquoi toi tu t'appuies toi sur ton sort? Il y a des gens qui vivent pire que toi, mais qui ne vivent pas qui ne passent pas par la dépression, alors que bon, chacun a sa manière de, tu vois, de pouvoir encaisser les coups dans la vie. Donc voilà, c'est pas pareil. Et puis comme tu disais, en Afrique, on rapporte beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser au mysticisme. Donc s'il y a un truc qu'on n'arrive pas à contrôler, on n'a pas d'explication logique selon la logique africaine, on estime vraiment que c'est du mysticisme. Donc voilà, il faut aller voir quelqu'un pour aller se laver ou tout ce que tu veux, mais c'est quelque chose qui existe réellement.
Et puis aussi, il faut dire que les gens ne maîtrisent pas bien la dépression. Parce que quand ils disent non, l'autre qui n'est pas passé par la dépression, lui, il n'a rien eu, il était là comme ça. Voilà, il y a beaucoup de types de dépression. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Exactement. Et toi, Emmanuel, tu as connu une dépression assez ébouriffante qui t'a psychologiquement mis à terre. Comment ça s'est passé? Enfin, je veux dire, c'était quoi le point d'orgue, le déclencheur de cette dépression-là? D'accord, merci Kevin. Comme vous avez dit, la dépression, c'est un sujet qui n'est pas vraiment considéré ici en Afrique, mais pour de vrai, c'est quelque chose qui existe. Ma dépression que j'ai vécue, elle était d'abord, elle a débuté en famille. On vivait dans une famille où l'oncle demandait qu'à un moment donné, on surchargeait la maison, qu'on aille chercher du travail en fait. Donc on nous demande de sortir chaque jour. De toute façon, la tête n'est plus dépressive. Non, mais bon, c'est fini, non? On parle du passé en fait. Ok, voilà, d'accord. Non, je veux juste me rassurer. Ouais, la dépression n'est plus la paix. Passons en famille. Non, mais te méprends pas. On peut être dépressif et sourire. Non, je sais, mais je voulais juste, tu vois, détendre un peu l'atmosphère et tout ça. Sinon, cravate rouge là, il n'est plus dépressif. D'accord, non, c'est tout. L'atmosphère est plus détendue. Vas-y. Ok. D'accord, donc comme je t'ai en train de dire, il y avait la pression de la famille, il fallait que tu sortes, il imposait qu'on sorte vraiment pour aller chercher du boulot. Je vous explique qu'on se lève à 5 h du matin, je partais chercher du boulot. Étant étudiant, j'allais dans une boulangerie pour aller travailler, pour être payé à 250. Attends, malgré le fait que tu étais étudiant, il voulait aussi que tu travailles en même temps. Parce qu'à midi, on n'est pas censé manger à midi. À la maison. Donc du coup, chacun doit faire lui-même son plat de midi. Je pense que tu viens de l'intérieur, tu viens d'arriver, tu ne maîtrises pas le système d'Abidjan, tu dois aller au campus, tu dois sortir à 5 h pour travailler. Donc du coup, là, on se réveille matin tôt, on sort, on va à la boulangerie. Tu vas aller vendre pour une journée de 250 francs. On te paye 250 francs, tu rentres avec les 250 francs, on te demande de laisser les 250 francs pour qu'on puisse faire un quota, pour qu'on puisse manger. Tu vas comment au campus? Donc du coup là, ça devenait vraiment compliqué entre le campus et la maison. Donc du coup, je commençais à marcher seul dans la rue. Je n'arrive même plus à me réveiller. Le X, c'est qu'il y avait eu un petit boulot dans la boulangerie. Le gars, il m'a fait confiance. Il dit, bon, tu montes en grade. Au de 250, maintenant tu montes à 750. Mais je parle des années vraiment passées. Autant où 750 avait vraiment de la valeur, en fait. Donc 750, je suis heureux, je rentre à la maison. Ah ouais, j'ai eu du boulot. Il me dit non, tu penses que tu as quitté à l'intérieur pour venir ici et puis dire que tu as eu du boulot, tu travailles dans une boulangerie. Tes camarades, ils passent des concours, tes camarades, ils te postulent, tes camarades, ils font si tu dois te faire un CV. Mais je suis en première année. Je fais un CV comment? Donc là, à la maison, je ne peux plus dormir, tu as la pression, les autres sortent, et tu ne peux pas bouger 1 année, 2 années, 3 années, les choses avancent. Tu étais chez tes parents? Non, chez son oncle. Ok, d'accord. Chez un tuteur, on va dire. Bon, chez mon oncle, qui est un tuteur éloigné. Donc l'environnement était totalement anxiogène. Très. Voilà. Donc, du coup, ça détenait sur moi parce qu'il me disait que là, je dois forcément travailler parce que quand on est en Abidjan, on doit travailler et tout. La petite amie qui avait dans le début, une petite amie avec qui il était aussi, qui m'appelait, qui venait à la maison. Un jour, l'anecdote, c'est que il a fait asseoir la petite amie à la maison pour lui dire, mais tu marches avec le jeune homme, toi tu travailles, non? Oui, elle dit, effectivement, elle travaille. Il dit, mais tu vois, lui, il ne travaille pas, ça te dit pas que, ça te dérange pas, toi. Quand on vous pose des questions, qu'est-ce qu'il répond dire? Ah ouais. Non, ça c'est quand même humiliant de faire quelque chose comme ça. Il y a pas de main morte. Il y avait des frères, il y avait des cousins. Ta chérie vient à la maison et puis on lui pose une question. Elle-même, elle sait que son chéri, l'étudiant, il ne travaille pas. Elle, parce qu'elle était déjà. Elle aime sa chose comme ça. Tranquillement, elle était déjà à Abidjan. Non, ça c'est méchant. Tu dois pas là. C'est méchant. Non, c'est méchant, hein. Il était marié. Hein? Il était marié. Il était marié. Docteur, au vu de tout ce qui vient d'être dit, quelle observation en tires-tu? D'abord, s'il avait terminé, j'aurais pu identifier le type de dépression. Mais je continue parce que là, voilà. je continue. Vas-y. D'accord, vas-y. D'accord, donc quand la petite amie vient à la maison, c'est là que tout le scénario même rentre en dépression en fait. Parce que moi et les scénarios, même la dépression s'invente. Comment ça s'est passé? Là, je suis face à la petite amie, il commence à lui poser ce genre de questions. J'ai honte. Je ne veux pas dire honte parce qu'effectivement, il ne travaille pas, mais c'est gênant en fait devant quelqu'un que tu venais envoyer à la maison pour dire ça. Elle n'a rien dit sur le tas, ils ont souri et puis bon, après on s'est vu. J'appelle le soir, il me dit non, je suis désolé frère. Il fallait que tu prennes ta vie au sérieux parce que pendant ça va pas marcher en fait parce qu'il a dit qu'à Abidjan, c'est lui qui fait tout pour toi. Donc du coup, si on doit continuer. Donc elle a rompu avec toi? Elle rompt la relation ce même elle cherchait occasion. Non, je ne cherchais pas l'occasion. Mais si elle t'aimait tant, pourquoi c'est le discours de l'oncle en même temps qui a fait qu'elle t'a... Moi, je comprends la jeune fille. C'est-à-dire que tu décides d'être avec un jeune homme qui ne s'en sort pas dans la vie.
toi, limite, elle, c'était une débrouillarde, tu vois. Merci. Voilà. Mais elle pensait qu'il était Mais justement, mais quand tu te dis que un des membres de sa famille, c'est-à-dire son tuteur, la personne qui l'héberge, te dit de façon décomplexée qu'en fait, celui-là, c'est un moins que rien, elle se pose des questions. Mais la raison pour laquelle son oncle a dit que c'était un moins que rien, c'est pas quelque chose qu'elle savait pas. Il travaillait pas, elle savait qu'il ne travaillait pas, qu'il se débrouillait, elle savait les activités que tu faisais. Mais non, il n'y avait même pas d'activité. Elle savait pas que je travaillais à la boulangerie. Elle savait juste que je partais au campus et rentrais. Oui, tu étais un étudiant lambda pour elle. Si, j'étais un étudiant lambda, mais après, en tant qu'une petite amie, il a commencé à l'expliquer. Donc toi, en fait, ce qui t'a fait sombrer, c'est le fait de ne pas trouver un métier conséquent qui allait justement te valoriser vis-à-vis de ton oncle et vis-à-vis de cette petite amie-là. Pas vraiment ça, mais après que cette petite amie soit partie, je suis sombré dans ce qu'on appelle la dépression. Amoureuse. Amoureuse, familiale et aussi professionnelle. Ok. Docteur? Oui. Parce que là, je peux... Allez-y, allez-y. Parce que là... C'est pas parce que tu n'es plus dépressif que tu as parlé beaucoup. Hein, non, on sent même que c'est nous comme ça, il veut parler. Oui, vas-y. Allez-y, docteur. Docteur, on t'agra. Oui, elle est partie là. Voilà, on l'a voilà. Effectivement, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous savez, il y a plusieurs types de dépression et puis il y a les facteurs favorisants. Généralement, ça, à la suite d'un choc émotionnel, pas de dépression réactionnelle. C'est-à-dire que on va rentrer en dépression de plusieurs manières. Il y a des personnes qui sont déjà prédisposées à la dépression. Donc, ce qu'on appelle la dépression chronique. Donc, eux, toute leur vie, ils vont faire des crises. On va les suivre, ça va aller. C'est comme s'ils vivaient avec. Et puis, ça va. C'est comme quelqu'un qui a un diabète ou encore qui a un glaucome. Après... C'est comme, excuse-moi de te couper la parole, docteur, c'est comme l'actrice Halima Gadji, l'actrice sénégalaise qui a joué dans Maîtresse d'un homme marié, qui a dit sur Instagram qu'elle subit une dépression chronique depuis sa tendre enfance. Oui. Donc, vous comprenez qu'il y a des personnes qui vivent avec ça au quotidien. On les suit, ils font des crises après. On les suit, ça va. Par contre, pour la dépression réactionnelle, vous allez voir que c'est suite à un choc. Et ce choc-là va commencer d'abord par une forme de déni de la réalité. On va rentrer en déprime. Parce que la déprime, ce n'est pas la dépression. Les gens confondent. Okay? Donc, la déprime, c'est juste, on a pris le choc, on n'arrive pas 2 jours à supporter, on se sent un peu seul, etc. Maintenant, quand ça devient constant, quand ces symptômes-là persistent de façon permanente sur 2 semaines, on parle de troubles dépressifs caractérisés. Donc, du coup, c'est ce qui s'est peut-être passé avec lui quand il y a eu rupture, donc il y a eu choc. Et déjà, ça fait appel à plusieurs événements antérieurs. C'est-à-dire, je ne travaille pas, je suis dans une famille, on me maltraite, etc. Et voilà encore, on dit à celle avec qui je me sens bien, et celle même qui croit en moi à la limite, on vient de lui dire, voilà, elle aussi, elle part. Donc, tout cet ensemble de frustration, de choc, quand même, ça crée vraiment... Mais est-ce que dans ton cas, parce qu'il a parlé de déprime et de dépression, donc est-ce que dans ton cas, c'était c'était quoi? Parce que déprime, apparemment, ça ne dure pas longtemps. Oui, ça dure pas longtemps. Mais sauf que dépression, ça s'étend sur un long moment. Est-ce que dans ton cas, c'était... C'était une déprime ou une dépression? Moi, c'était une dépression. Parce que après, tu ne peux plus aller prendre le bus. Quand tu marches, je marchais seul dans la rue. Parfois, je vois un endroit sombre, je m'assois. Je réfléchis, comment est-ce que je vais faire? Je vais faire un CV, je sors seul, je postule. Tu n'as plus le courage de te réveiller le matin parce que tu te disais que c'est vrai que c'est un peu strict à la maison, mais la seule personne en qui tu mettais ta confiance, qui pouvait vraiment te soutenir. Parce qu'après, quand tu n'as pas l'argent, que tu as réellement l'amour, tu as l'impression d'avoir l'argent. Oh, c'est beau ça! Quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas l'argent, que tu as réellement... faut pas m'aider, que c'est trop mignon. C'est trop mignon. Quand tu n'as pas l'argent... Quand tu as l'amour, que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'impression de pas avoir l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, que tu as réellement l'amour, tu as l'impression que tu as l'argent. Ouais. Parce qu'en fait, l'amour, il peut encombrer beaucoup de vides que certaines personnes ne savent pas. C'est pourquoi après, quand tu sors de l'aubaine, il y a beaucoup de personnes qui disent « c'est ma femme qui m'a soutenu, c'est ma femme qui m'a soutenu ». Ce n'est pas forcément qu'elle vous a soutenu financièrement, mais le fait de te parler, de t'entendre, on peut te dire à la maison, sors, tu gagnes. En fait, tu te sens exister, quoi. Merci, tu te sens exister, donc ça te donne envie de foncer. Et là, l'existence avait disparu. Il y a le lover aussi. Oui, tu te sens exister. Mais ça, ta veste, là. Bon, moi j'ai une question autour de table. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont vécu une dépression et s'ils ont envie de partager leur expérience? Docteur, c'est pas parce que tu es psychologue que tu... Peut-être, on ne sait jamais. Justement. Oui, bon. Ce sont des moments moi j'appelle pas ça la dépression parce que avant j'allais dire de façon
comme un profane, dit que ça, j'ai la dépression. Mais voilà, souvent quand tu n'as rien, tu penses que... parce que souvent, quand on n'a rien, le sentiment de vulnérabilité. Hein? Rien, genre financièrement. Voilà, rien finalement. La galère. Souvent, tu n'as rien, tu veux une dépression. Non, quand tu nimes la galère, tu as l'impression que tu es dépressif. Pour faire court, quand tu es piqué, tu penses que c'est la dépression. Alors que c'est pas vraiment la dépression, c'est une difficulté, voilà, une difficulté financière. Puisque une fois qu'on te donne l'argent, tu n'as plus de problème. Exactement. C'est comme aussi quelqu'un qui, par exemple, n'a pas eu un concours et puis il a passé, je vais dire, une semaine, ça va pas. Et après, il commence quand même à reprendre goût à la vie, à faire ces choses. Mais s'il a eu le concours, ouais, que ça passe automatiquement. Donc, c'est ça, la frontière est très mince pour dire que j'ai la dépression. Si on ne t'a pas diagnostiqué, c'est difficile de le dire. D'accord. Ok. Bon, toi, tu nous as partagé ton expérience. Et toi, tu as déjà été dépressive? Non, personnellement, non. Donc, depuis que tu es née, ta vie est chic jusqu'à maintenant? Non, mais je lui ai dit, comme il a parlé de déprime et de dépression, tu vois, il y a une différence. Mais est-ce que tu as déjà vécu une déprime en fonction d'une situation? Oui, peut-être gourmet. Tu sais, le moment, ton truc, Oh, Cassandra dit quoi même? Et quand tu étais aux États-Unis? Non, mais elle n'a jamais vécu la dépression aux États-Unis. Franchement, non. Il y a une fois où je me rappelle, ma soeur était venue à Abidjan, ma soeur et puis mon beau. Et puis ce jour-là, j'étais partie au travail. Et quand je suis rentrée, il neigeait. Et mon téléphone était carrément déchargé. Donc j'ai appelé un Uber. Et quand j'ai appelé, mon téléphone s'est éteint. Donc j'étais obligée, il neigeait fort ce jour-là, mais de dingue même. Donc j'étais obligée d'attendre le bus et tout ça. Au bout de combien de temps je suis restée sous le froid. Donc je suis partie retrouver ma soeur à son hôtel et en marchant au retour, tu as les bottes là, ça s'est gâté et tout. Donc je sentais, j'avais mal aux extrémités. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai pleuré, tu vois, parce que en fait, moi je pense que dépression et froid, ça va quand même de pair. C'est que le pays où tu arrives, il fait froid, tu as l'impression que tout le monde est dans son coin, tu vois. Je suis arrivée à la maison, vraiment, ce jour-là, je me rappelle que j'ai vraiment pleuré, et puis je voulais rentrer à Abidjan, tout ça. Mais moi, je vais pas... Si, par exemple, je parle j'emploie le thème dépression, ce serait minimiser ceux qui ont réellement vécu ça. Je dis, c'est pas une dépression, c'est une déprime, si je vais dans ton sens. Oh oui, effectivement, les gens confondent des choses. On dit qu'il y a le normal et il y a le pathologique. Et le normal, c'est que tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit même de fuir, tu as le droit de te sentir mal. Ça ne fait pas de toi une personne faible, ça fait de toi un être humain. Parce que les émotions, ça ne dépend pas de toi. Mais par contre, c'est le comportement que tu as vis-à-vis de ce que tu ressens qui va déterminer ce qui va t'arriver. Vous voyez, quand on va, c'est tout ce que je viens de citer, quand ça va persister sur le temps, ça commence à devenir pathologique. Parce que ce n'est pas censé persister. Et pour parler à fait de dépression et froid, effectivement, avec les pays européens, on parle de dépression saisonnière. Parce que passé en été même, ça ne m'arrivait pas. On parle de dépression saisonnière. Et généralement, ça arrive dans la période hivernale. Parce qu'il y a d'autres qui supportent difficilement le manque de la lumière naturelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne fait pas jour, etc. Et ces personnes-là pensent que peut-être que c'est la fin du monde, ou ces personnes-là se renferment sur elles-mêmes. Ces personnes commencent à avoir une forte anxiété liée à la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, une fois que la période-là passe, voilà, ça commence à aller. Okay. Donc, il peut avoir déjà un lien. D'accord. Et donc, c'était un tour de table, hein, monsieur Aubin? Non, mais moi, je l'ai déjà dit, oui. Enfin, moi, j'ai été diagnostiqué à l'hôpital, mais on ne m'a pas parlé de dépression chronique, on m'a parlé de dépression sévère. Voilà. Okay. C'est-à-dire, je me suis retrouvé aux urgences parce que Cassandra, attends, même. J'allais te poser la question même. D'accord, tu vas me donner les thèmes techniques, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui a causé ça? Vaguement, t'es pas obligé de... Non, vaguement, non, on va dire que c'était une dépression amoureuse, clairement. Donc voilà, c'était pas une dépression professionnelle, ni familiale, c'était une dépression amoureuse. Et non une dépression saisonnière, parce que moi, j'adore l'hiver, contrairement à toi. Donc, c'était une dépression amoureuse. Ah non, c'est sûr. Hein, en fait, c'est une dépression qui a découlé à la suite d'une rupture amoureuse. Voilà. Et du coup, c'était une rupture brusque. Et, enfin, tu vois, quand t'es habitué à une personne que vous avez vécu ensemble et que la relation... Non, tu vois, quand je suis sérieux... Quand
liens s'effilochent et que vous disloquez, en fait, tu as l'impression de vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu. Tu vois, tu as l'impression que le renouveau et le nouveau te fait peur, en fait, parce que tu as connu pendant des années que cette personne-là. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'était pas fini. Exactement. On appelle ça l'effet Zeigarnik. C'est ça l'effet là. Le poids de l'inachevé. Aïe, 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 c'est ça, docteur. Mais par contre... Au pays, on appelle ça Gouméo. Non, mais plus sérieusement, j'arrivais plus à aller à l'école, j'arrivais plus à me lever pour aller prendre le métro, pour me rendre à mon école de journalisme. Hey. Oui, même quand les fois où je partais à l'école parce que justement on avait un examen Non, j'ai pas fait cette école-là jusqu'en master. Arrête de répondre à Cassandra, elle n'est pas censée parler. Donc voilà, j'arrivais pas à me rendre en cours. Et même les fois où je partais en cours, moi, tu sais, j'aimais bien me saper, tu vois, mais j'arrivais en cours en jogging. Mes profs me reconnaissaient pas, en fait, tu vois. Et mon directeur m'a appelé dans son bureau. J'ai fait 2 mois sans aller en cours parce que j'y arrivais plus. Mais Dieu merci, j'ai pu avoir mon diplôme parce que là-bas, la dépression, c'est une vraie maladie. Exactement. Donc, ils m'ont dit, t'es malade, va à la maison, reviens quand tu seras guéri. Et je suis revenu 2 mois plus tard, mais ma dépression a duré 1 an, quoi. Il m'a fallu 1 an pour justement me sortir de ce pétrin-là. Oh, c'est-à-dire que je pleurais tous les jours. Et quand je dormais, j'avais pas envie de me réveiller. C'est-à-dire, dès que je me réveillais, j'étais angoissé. Je me disais, mais genre, c'était un cercle vicieux, voilà, qui tournait. L'angoisse, l'anxiété, les pleurs. L'envie de ne pas manger, l'envie que de boire de l'alcool avec modération était présente. C'est-à-dire que voilà, en fait, j'étais empêtré dans un truc chaotique, mais vraiment. Donc, mon frère. Oui, non, mais c'est passé, ça va. Mais ouais, c'est infernal, quoi. Oui, parce que la dépression, c'est une maladie. Certaines personnes pensent que c'est juste... J'étais même sous antidépresseur. Voilà. Pendant 2 mois. Mais docteur, certaines personnes pensent que c'est juste une situation. Non. C'est une maladie. Il faudrait que les gens puissent déjà comprendre ça. On a besoin de prise en charge. On ne se dit pas que non, ça va aller, je vais me motiver. Non, la motivation ne peut pas se sortir de la dépression. C'est comme tu dis à quelqu'un qui a un palu, il faut te motiver, il faut te bouger. Mais ça ne peut pas aller, il a besoin de prise en charge. En Afrique, ici, c'est vrai, hein, c'est pas considéré. Tu t'imagines là, il n'est pas allé à l'école pendant combien de temps? 2 mois. Pendant 2 mois, il a quand même passé ici. Non, il n'y en avait pas vraiment diplômé. Ndena a tapé pour te dire, où tu es, on va te payer. Tu ne crois pas? Non, arrête. Toi, tu ne peux pas faire ça ici. Ndena, c'est notre directrice des ressources humaines. Elle rigole, Ndena est très présente pour nous. Elle est très présente. Moi, je veux du Brésil. Il faut dire pour non, c'est une parole à côté là, ce qu'on appelle les poignards sociaux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si ça va pas, on te dit non, mais c'est toi qui fais toujours, t'es toujours là, t'es pas trop capricieux, etc. En réalité, ça aggrave l'état de la personne. Mais moi, je pense que c'est culturel, hein, parce que c'est vrai que j'ai donné l'exemple de Ndena et tout que j'embrasse. Mais je lui dis, même si toi, Kevin, tu as une entreprise, je suis désolée, c'est les employés qui font tourner le business. Quelqu'un vient te dire que je suis dépressif pendant 2 mois. Je lui dis, tu n'as pas continué de payer la personne, tu vois ce que je veux dire? Pour dire que ici, réellement, c'est pas considéré comme une maladie. Combien de personnes viennent même dire en fait qu'ils sont dépressifs? C'est ça, il faut savoir. Ça se trouve, ils ne le savent même pas. Parfois, ils ne savent pas qu'ils sont dépressifs, donc c'est compliqué de dire. Par contre, de la déprime, quand tu tombes dans l'alcool, docteur, il y avait une question qu'on m'a posée, par exemple. Moi, dans mon cas, j'étais dans ce moment, et puis je suis tombé dans l'alcool. Et c'est une conséquence. Je suis tombé dans l'alcool, c'est comme ça que j'ai ressenti que je rentrais dans la dépression parce que si je reste peut-être 3 heures du temps comme ça, zen, pouf, il y a comme si j'ai la vie qui tourne dans la tête avec moi. Justement, parce qu'on s'est dit qu'à travers l'alcool, on a notre moi et notre sur-moi qui vont se reposer un peu, on va laisser l'inconscient faire son affaire. C'est-à-dire le truc de ne pas être là. Alors que là, ça aggrave encore la situation parce que on ne s'en sort pas. Parce qu'une fois que l'effet de l'alcool passe, la réalité revient, quoi. On est là pour sensibiliser, donc je voudrais savoir, c'est pas indiscret, est-ce qu'au-delà de l'alcool, tu as eu à te tourner vers la drogue? Non. Non, j'ai pas eu à me tourner vers... Dieu merci. Juste l'alcool. Moi j'ai une question. Déjà, docteur, comment on aide une personne dépressive? Et toi, Emmanuel, est-ce que, je sais pas, tu as eu le soutien de tes proches? Enfin, comment tu t'en es sorti, clairement? D'accord. Moi, au départ, j'ai fait 1 an dans la dépression. D'accord. J'ai fait un mea culpa sur moi. Quand j'ai dit j'ai fait un mea culpa sur moi, il est arrivé un moment où j'ai replié.
C'est-à-dire que j'ai quitté Abidjan, je suis rentré à l'intérieur pour dire, frère, t'es allé, mais il y a les réalités qui sont là. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est vrai que tu fais ci, tu fais ça, mais après tu perds le temps, tu as tes parents qui te regardent de haut. Et c'est ainsi qu'après le mea culpa chez moi, il y a une vie de prière. Je suis rentré à l'église, je me suis confié à un sacristain, je commençais à prier avec eux, rentrer dans les groupes de prière, puis j'ai commencé à aller à la chorale. Donc ça fait que l'atmosphère... À la chorale, tu chantes? Oui, je chante, je suis très bon. Ah, tu peux nous chanter quelque chose Ah bon? Ou peut-être que tu as écrit un son contre la dépression. Bon, j'ai pas écrit. Non, ou un chant de la chorale un chant de la qui chorale. appartient à la paroisse dans laquelle tu partais. D'accord, il n'y a pas de souci. T'attends pas bien. Vas-y. Alléluia, 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 Alléluia. For the Lord God omnipotent word. Waouh, bravo. Alléluia. Il a failli la dépression. Alléluia. Non, c'est bon. Hein? Mais merci. Docteur, moi, je vais poser une question. T'avais une question pour Oui, comment on aide quelqu'un voilà, comment on aide quelqu'un qui est dépressif. Mais là, j'aimerais dire que quand on a été dans cette situation et qu'on on est dépressif et qu'après ça commence à aller et qu'on n'a pas eu de prise en charge, il faudrait déjà chercher à faire ce qu'on appelle un bilan psychologique. C'est important. Parce que souvent, c'est latent. Et quand ça revient au galop, quoi. Donc, déjà, quelqu'un qui commence à se plaindre de beaucoup de choses, par exemple, la personne n'a pas envie de faire ici, la personne se lève matin, la personne n'a pas envie souvent de causer avec quelqu'un, mais là aussi, il faut faire attention, parce qu'il peut avoir le cafard matinal. Voilà. Et la personne n'a pas envie de causer avec quelqu'un, remarque que la personne est déconnectée de ses activités quotidiennes. Il faut commencer déjà à soutenir la personne, à être, je vais dire, empathique avec la personne. À l'écouter, à être attention. Quand la personne dit non, ça me fait ci ou bien ça me fait ça, on lui dit ah d'accord, comment tu te sens, etc. Au lieu de juger, on est plutôt dans l'écoute. Dans l'écoute, ouais. Dans l'écoute, dans le soutien, dans l'accompagnement. Parce que généralement, ces personnes-là ont besoin d'une poubelle émotionnelle. Quelque part où ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils ressentent, etc. Une personne qui sera à l'écoute. Et là, ça sera une bonne disposition à pouvoir, qui permettra aux spécialistes de bien faire son travail. Parce que vous comprenez que actuellement, on forme des personnes sur le secourisme psychologique, les premiers secours psychologiques. Parce qu'il y a les secouristes au niveau quand il y a un accident, etc. Mais au niveau de la santé mentale, ici, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Donc, ces personnes-là, tout le monde peut bénéficier de ça. Comment aborder ces personnes qui présentent ces signes-là? Parce que c'est tellement mince que dès que la personne se sent incomprise, dès que la personne se sent jugée, on vire en même temps dans le chaos, on va dire. Quelles sont les solutions pour éviter la dépression? En fait, on ne parle pas de solution, on parle plutôt, comment on appelle ça, d'hygiène mentale. On parle plutôt d'hygiène mentale. C'est-à-dire que pour éviter la dépression, il y a deux niveaux. Il y a le niveau personnel et puis maintenant, il y a le niveau qui concerne les autres. Ça dépend de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu te trouves et puis quel est le poids que tu as. Par exemple, à ce qu'on appelle la dépression du personnage public. Parce que c'est vraiment lié aux personnes publiques. Il y a ce qu'on appelle la dépression de l'aîné. C'est lié en fait au fait que tu sois aîné de famille. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle la dépression postpartum. C'est juste après l'accouchement. Ouais. Et les gens ne font pas attention à la dépression prépartum. Il y a le trouble dysphorique. Ah d'accord, on parle beaucoup plus de la dépression postpartum. Alors qu'il y a la dépression moi, je savais même pas. Ah oui, il y a la dépression prépartum. Il y a la dépression du nourrisson. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut connaître d'abord. À quel niveau on est. Donc, du coup, quand moi je suis personnage public, je sais que, si je fais une vidéo, il y aura des injures, il y aura des jugements, il y aura des personnes qui vont aimer, etc. Donc, si mentalement, je me dis que ces commentaires-là doivent me toucher ou encore doivent me faire du mal, je suis prédisposé à pouvoir subir. Mais quand je me dis que ces commentaires-là, ce sont des défis pour faire encore mieux, pour leur montrer que ça ne m'atteint pas,
ça me fait que je suis beaucoup plus équilibré. Et quand dans ma vie de toujours, et ça c'est déjà tout le monde, dans la vie de toujours, c'est apprendre à se concentrer sur l'essentiel. Parce que on veut souvent répondre à tout. On veut souvent répondre à tout. Alors que tant que ça ne te touche pas ton intégrité physique, je dis que ce qu'on dit à côté là, ça peut passer. Parce que chez nous on dit le silence insulte l'insolence. Et aucune arme dans ce monde ne peut briser la force de l'indifférence. Donc, arrivé à un moment donné, tout ce qu'on dit, c'est quand ça t'atteint que ça fait plaisir. Mais si tu montres que, de toute façon, c'est avec ça que je me pommade, c'est retour à l'envoyeur. Et puis aussi, faire ce qu'on peut faire. Ne pas essayer d'aller au-delà de ce qu'on peut. Parce qu'en essayant d'aller au-delà de ce qu'on peut, tu ne peux pas, et puis tu t'en veux de ne pas vouloir, alors que ce ne sont même pas tes forces à la base. Et puis après, il faut aussi être à l'écoute souvent de ses proches, trouver une personne adaptée qui sera notre poubelle émotionnelle. Okay. Mais sauf que souvent c'est difficile, parce qu'après la personne va dire mon ventre n'est pas valise. Donc voilà pourquoi. C'est ce que je disais là. Voilà pourquoi. Souvent la poubelle émotionnelle se pèse. Souvent ça fait chier, tu dis voilà pourquoi il y a des spécialistes aguerris. Le problème avec ça, c'est que tout le monde est devenu spécialiste aujourd'hui. Tout le monde soigne la dépression. Tout le monde a des astuces sur la dépression. Les gens rentrent dans une forme de ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme. C'est-à-dire que se jouer les experts dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Nous, on a reçu des personnes qui sont revenues plus anéanties après avoir vu un pseudo-coach. Bon. Donc, je vais dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Il faut trouver la bonne personne. La bonne personne. Adaptée. Merci. Parce qu'on est là, il faut te motiver, Ouais. Non, ça c'est le syndrome original. Moi, je voudrais savoir, à quel moment est-ce que tu as commencé à voir la lumière au bout du tunnel? C'est-à-dire parce que tu as dit tu as pris un peu de recul et tout. À quel moment tu as commencé à sentir que, ah ouais, ça commence à aller? Au-delà de l'aide psychologique que la chorale t'a apportée sans le savoir, au-delà justement de ce lien social que tu avais avec cette chorale-là, c'est quoi qui a été le point d'orgue de justement ton élévation psychologique? Ma volonté de vouloir réussir. D'accord. Ma volonté de vouloir réussir et puis dire à mon oncle que c'était possible d'aller vraiment à notre rythme pour pouvoir travailler, qu'il ne fallait pas nous mettre la pression. Quand j'ai mis ça dans ma tête, je suis venu à Abidjan. Oui, parce que souvent, malheureusement, on est en confrontation avec les autres sans que les autres ne le sachent. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nous foutons une pression énorme parce que mon ami a justement atteint tel niveau professionnel et moi, je suis encore là en train de stagner. Et intérieurement, intrinsèquement, je me dis que je ne suis pas mieux que lui, je suis tout au bas de l'échelle et du coup ça me fout une pression. Mais pour lui par exemple, je ne pense pas que c'était une certaine compétition psychologique quoi que ce soit, mais c'est tellement de frustration qu'il a eu quand il était en famille que tu te dis toi-même il faut que tu fasses pour montrer que voilà, tu peux t'en sortir et tout. Mais à la base tu voulais pas te le prouver à toi-même, tu voulais surtout le prouver à tes bourreaux. On est d'accord. À la base, c'est à toi-même, tu te prouves que tu réussis, mais ça déteint sur eux, en fait. Voilà. C'est à toi-même, tu te prouves que tu réussis, mais ça déteint sur eux, en fait. Mais après, il avait dit que quand je suis venu, tu mets l'objectif que, frère, tu dois rien à personne, puis personne ne te doit aussi. Il n'est pas obligé de faire ça, il a fait parce que c'est ses critères. Le jour où tu auras chez toi à la maison, tu vas dire, frère, tu dois te lever chaque 4 heures, ils vont se lever chaque 4 heures. Donc après, tu en veux à personne, il fallait que ce soit toi-même. Et puis, je suis revenu à Abidjan, il y a mon ami qui m'a pris chez lui. Tu peux dire son nom, hein? Kwasi Paul Audrey, qui m'a pris chez lui, un ami vraiment qui est toujours avec moi jusqu'à présent. On est toujours C'est avec lui que tu es venu? Non, lui c'est mon chargé de communication. Ah, excusez-nous. Excusez-nous. Il est encore chargé de com? Il n'est pas là. Ah, d'accord. Il n'existe pas même d'ailleurs. Il n'est pas encore né, on va dire ça comme ça. Ouais, vas-y. D'accord, avec Kwasi Paul Audrey, il m'a vraiment aidé. J'ai repris les cours, et autres, 1 année, 2 années, 3 années. Je me suis mis dans la fonction de la communication que j'aimais. Et puis celui qui aime la communication, il aime lire. Donc du coup, la lecture et tout. Donc ça fait que ça a commencé à aller. J'ai pris un appartement seul. Et puis bon Dieu a fait grâce, j'ai ouvert une entreprise. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que tu es heureux? Par la grâce de Dieu. D'accord. Okay. C'est déjà bien parce que j'imagine qu'il y a des moments où tu as des flashbacks. Je pense que ça devient un traumatisme quand tu sors de la dépression, de retourner dans la dépression. Donc, non, voilà pourquoi je dis souvent c'est latent. D'accord. Bon, moi, il y a Cassandra qui me demande d'expliquer comment j'ai pu sortir de ma dépression. Moi, c'était trop bizarre. C'est-à-dire que moi, quand je rentrais à Paris, seul de mon appartement, mon sentiment dépressif
c'est-à-dire revenait. C'est-à-dire il ressurgissait. Mais quand je revenais sur Abidjan, avec ma famille, c'était comme si ma boule au ventre était mise de côté. Ouais. Voilà. Donc, je venais tout le temps à Abidjan, je baignais dans un environnement familial qui était un peu comme ma safe place. Et du coup... Safe. J'ai dit quoi? Self. Safe. Tu peux parler en français, t'es pas obligé de... Ben vas-y. Faut m'excuser. Faut m'excuser. C'est pas grave, j'ai déposé. Donc, du coup, je venais tout le temps à Abidjan. Dès que je rentrais sur Paris, je revenais. Je rentrais sur Paris, je revenais. Et le temps aussi, et le métier que je fais, ont fait que j'ai pu m'en sortir, en fait. Parce que quand j'ai décidé, en tout cas, quand j'ai pu faire de ma passion mon métier, ça fait que mon esprit était focalisé sur ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire mon travail, que sur une relation qui a capoté, quoi. Voilà. Donc j'ai pu m'en sortir grâce au temps et grâce à ce que je fais. Et grâce au fait aussi que j'ai pu parler à la personne pour justement mettre tout à plat. Voilà. Ah oui, je t'ai pas fait. Forcément parce que ce que vous dites est très important. Merci, docteur. Ça prouve que la passion a toujours raison quand on le professionnalise. Ah, c'est vrai. Ouais. Voilà. C'est ça. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, parce que c'est quoi la différence? Enfin, forcément, il y a une différence entre le goumen, comme on le dit, et puis la dépression. Généralement, vous allez voir que le goumen est lié à une rupture. Et puis, ça dépend du type de goumen aussi. Parce que très souvent, on va dire non, moi j'ai rompu avec telle personne, ça ne me dit rien. Ça dit même si tu n'aimes pas la personne, ça te fait un petit truc. Ça te fait un petit truc. Et puis ça va dépendre aussi si tu as été ghosté, il y a ce goumen. Ah oui, ou encore ça c'est lourd. Donc ça même ghosté là. Donc si qu'on t'avait là. On parle pas de moi. Ok, excuse-moi. Si on t'a fait expirer pendant des années, et tu te rends compte que en réalité, la personne même c'est foutu de toi, c'est joué de toi, etc. Il y a ce type de goumen aussi. Et puis aussi, il y a le style de goumen qui est lié aussi à des troubles de l'attachement. Ça veut dire que vous allez voir qu'il y a des personnes, la manière dont les gens sont souvent médicalement incompatibles, souvent aussi au niveau psycho-comportemental, il y a des personnes, il y a des difficultés. Voilà, vous comprenez? Parce qu'il y a l'attachement sécu. Les personnes sont focus sur la sécurité de la relation. Ces personnes aiment autant qu'on les aime. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, bon, je me préfère. Voilà, il y a ce goumen-là, mais ces personnes arrivent à gérer. Et il y a le style d'attachement détaché. Les personnes sont naturellement désengagées, en fait. Tant que c'est derrière la clôture, OK. Mais dès qu'on commence à parler de papa, de maman, sérieux... Et il y a aussi la dépendance affective, non? Oui, la dépendance affective va venir après. Et ça, la dépendance affective, c'est un trouble de la personnalité. On dit trouble de la personnalité dépendante, créé dans le groupe C qu'on appelle les effacés. Il y a ça. Et bien maintenant, il y a des personnes qui ont le style d'attachement anxieux. Donc, le style anxieux, c'est tu es où, tu es avec qui, eh ben, je t'ai pas vu aujourd'hui, tu manges quoi, c'est rentré. Tu sais, ces personnes sont carrément dans. Et ce sont ces personnes qui tuent la relation. Docteur, pardon, dans tout ça, là, mamie, tu es dans quoi? On a cité beaucoup. Tu sais que depuis là, il était là, il écoutait, j'ai dit, hé, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Oh. Mais donc, attends, on vient, il est en train de parler. Donc, ça dit qu'il y a ces personnes-là qui sont là, puis après, il y a les ambivalents. Ces personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Fuis-moi, je te suis-moi. Ah, ça, c'est Kevin. Donc, si c'est ambivalent, ça, c'est Kevin. Là, vous allez voir qu'une personne anxieuse là, qui a toujours besoin d'attention à flot, se met avec une personne qui est assez détachée, assez désengagée. Vous voyez un peu la charge mentale que la personne déjà aura. Donc, on va dire que le goumen, quand on a un goumen, il y a d'abord le déni. On refuse de dire que non, c'est fini, etc. On va suivre encore le processus. On va arriver à une période où on va commencer à culpabiliser si je n'avais pas fait ci, etc. Et puis on va arriver à la période, comment on appelle ça, de modulation, après d'acceptation. Mais c'est quand on n'arrive pas à la période d'acceptation et qu'on est encore dedans, on est toujours en train de parler de la personne. Quand on est dans l'espoir. Dans l'espoir, on dit non, ça ne va pas aller, voilà. Et on commence à tout abandonner, justement parce qu'on s'est focalisé sur la personne au lieu de se focaliser sur la situation. On ne peut pas changer la personne, mais la situation, on peut la dompter. Et ces personnes-là ont fait abstraction de cette situation-là pour se concentrer sur la personne. Et ils ont fait un focus en réalité sur le cœur, pour dire non, je l'aime encore, je l'aime encore.
au lieu de laisser la raison travailler. Parce qu'arrivé à un moment donné, il faut rappeler au cœur que son rôle, c'est de pomper le sang. Il y a ses veines pour ça. De laisser la raison faire son travail. Docteur, tu devais me dire ça à l'époque, là. Voilà, donc c'est vraiment cette approche-là qu'il faut déjà avoir. Non, sinon, Kevin, lui, il est quand ça devient dépression au niveau du gourmet, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est le temps que tu fais dans ton gourmet, là. C'est ça. Donc, en réalité, c'est ça. Si tu penses que tu as oublié ton ex et que tu es encore en train de checker ses réseaux, etc., c'est que tu n'es pas loin. Non, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai arrêté tout ça. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'aller checker. J'ai unfollow tous ces amis. De façon très voilà. C'est-à-dire que même les amis qu'on avait en commun, j'ai arrêté de leur parler. C'est-à-dire que je me suis totalement détaché. Et c'est ce qui m'a aussi aidé, quoi. Aujourd'hui, je peux revoir leurs réseaux, eux tous, même s'ils sont ensemble, ça me fait plus rien. Mais à l'époque, dès que je voyais ça, je tombais encore dans une crise. Exactement. Et encore, tu as envie encore de revoir qu'est-ce qu'il va devenir, Les gens pensent que parce que on a cassé ton cou, on t'a donné au gourmet, la personne va souffrir toute sa vie. Il n'aura rien. Il n'y a plus Kamao. Il y a plus. Faut te concentrer sur ta vie pour voir comment. Merci docteur. Déjà toi, en parlant de ça, ta chérie qui t'a laissé à l'époque, quand tu t'étais pas encore réalisé que tu n'avais pas encore de chargé de communication, qu'est-ce qu'elle devient? Je cherche à la rencontrer. Tu cherches à la rencontrer? Et elle veut pas? Comment? Non, je ne fais pas dire son nom. Moi, puisque tu demandes qu'est-ce qu'elle devient. Tu peux laisser un message. Et si tu cherches à la rencontrer, quand je dis je cherche à la rencontrer, pas que je vais dire qu'il y a longtemps, je ne l'ai pas encore vu en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas su patienter, tu es parti du lendemain. Mais si demain elle revient. C'est une forme de vengeance en fait. Pour moi, c'est pas la vraie. Elle n'a pas su patienter comment. Voici ce que je suis devenu. Voilà. En fait, ça peut être comme une forme de rédemption. En vrai, parce que tout à l'heure, vous avez dit que si elle m'aimait vraiment, elle allait dire. Quand j'ai dit ça, tu as dit non. C'est vous deux qui avez, vous les hommes, vous avez dit non. Après, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Mais c'est ce que le docteur vient de dire. Tout le monde n'est pas obligé de patienter avec toi. Le cœur, c'est pour pomper le sang. C'est pas forcément pour aimer. Il reste une minute même. Par rapport à ce qu'il a dit, le cœur a ses raisons que la raison toulait. Ah bon? Un dernier mot, Emmanuel, un dernier mot. L'émission tire à sa fin, malheureusement. D'accord, je tenais à dire merci et puis à tous ceux qui traversent un moment difficile, qui pensent que tout le monde doit retourner autour de certaines personnes, qui sachent que personne ne doit à personne et que chacun doit faire un mea culpa sur lui, apprendre à laisser tomber certaines choses, apprendre à passer à autre niveau de la vie et puis la vie continue en Dieu seul l'espoir. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Merci Emmanuel et docteur. Merci Kevin. Moi, je dirais que déjà, il faudrait que tout le monde puisse comprendre qu'on n'appartient à personne. On ne s'appartient qu'à soi. Même à nos parents, on n'appartient à personne. Parce que quand on perd tout, on reste avec nous-mêmes. Donc, si tu veux rendre quelqu'un heureux, toi-même sois heureux. Tu veux que quelqu'un t'aime, toi-même faut t'aimer. Tu veux que quelqu'un te respecte, toi-même faut te respecter. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu vends. Donc, si tu commences à aimer quelqu'un plus que toi-même, c'est que tu as un problème, tu as besoin de prise en charge. Mais quand tu réussis à construire ton bonheur, tu peux partager ce bonheur-là. Donc, retenez qu'on ne donne que ce qu'on a. C'est quand tu es heureux que tu peux rendre heureux. Merci, docteur. Vraiment, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas donner. On ne peut pas donner. Vraiment. Moi, juste une petite question rapidement. Il reste 20 secondes. C'est pas grave. Tu es dans quel domaine maintenant? Tu as ouvert une boulangerie ou non? Tu as changé carrément de domaine? Une entreprise de communication. Une entreprise de communication, très bien. Mais en tout cas, moi, franchement, ça a été une émission. C'est vrai qu'au début, faut l'avouer, Kevin était en mode, mais non, TikToker, dépression, ça va pas ensemble et tout ça, mais vraiment. Oui, je me disais que ça allait être un peu touchy, un peu. Mais l'émission a été très, très édifiante. Ouais. En tout cas, pour moi, je me suis rendu compte effectivement que je suis pas dépressive, que je suis vraiment pas dépressive. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais ambivalent. Ambivalent, c'est ça. C'est juste que moi, comme je disais très rapidement, c'est en mode, tu as un truc, ça me fait mal. Peut-être il y a pleuré là. Les 10 minutes qui vont suivre, j'ai oublié. Tu vois, en tout cas, merci à toutes ces personnes-là qui nous suivent, comme je le dis. Et effectivement, c'est vrai qu'on a parlé on a mis certaines petites blagues dedans et tout, mais c'est vraiment une maladie. Donc, si vous voyez que ça persiste, que c'est pas une déprime qu'on passe à la dépression, essayez de voir des psychologues, des gens qui sont bien placés pour vous aider, parce qu'il n'y a pas que la CP qui va venir vous écouter, la poubelle finit par se percer. Par contre, les psychologues, ils sont là pour ça. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de TikToker.
annonceur. Vous souhaitez accroître votre visibilité pendant la fête du football? Le groupe Life vous offre la possibilité d'être au cœur de l'action à des coûts exceptionnels. Pour tout savoir sur nos offres inédites, appelez dès maintenant le 27 22 54 98 98 et réservez votre espace publicitaire pour faire de cette liesse sportive une victoire pour votre entreprise. Souscription uniquement du 1er au 31 décembre 2023. Live TV, la télé sans filtre. Tout de suite sur Live TV. Du 11 janvier au 13 février 2024, la Côte d'Ivoire promet d'organiser la plus belle CAN que l'Afrique ait connue. Pour tenir ce pari, le pays s'est doté de grandes infrastructures telles que des stades et des établissements hôteliers de haut standing. À quelques jours du début de la compétition, le Premier ministre Begré Mambé a effectué une tournée dans quelques villes hôtes de la CAN, à savoir Yamoussoukro et Bouaké, afin d'évaluer l'avancement des travaux des infrastructures sportives et hôtelières en préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2024. Cette mission a débuté dans la ville de Yamoussoukro où, accompagné de quelques membres du gouvernement, le Premier ministre a procédé à la visite du stade Charles Konan Banny ainsi que l'hôtel Le Parlementaire et l'hôtel Le Président de Yamoussoukro. Satisfait de l'état d'avancement du stade et de la qualité des hôtels visités, Robert Begré Mambé a rassuré l'opinion nationale et internationale quant à la disponibilité des infrastructures. Il a souligné que Yamoussoukro, en tant que capitale de la Côte d'Ivoire, a désormais les installations nécessaires pour répondre à l'envergure de la compétition. Le travail qui a été fait ici est remarquable. Et du point de vue technique, et du point de vue des équipements, nous sommes prêts. Nous sommes prêts.